des candidats un peu tout-terrain qui créent de la valeur pour leurs clients, pour leurs actionnaires et qui ont une visibilité parce qu'ils sont poussés par des tendances de fond à long terme. Et c'est comme ça qu'on s'en tire très modestement aujourd'hui parce qu'on trouve que de toute façon, on est face à une matière de moins en moins prévisible qui s'appelle la macroéconomie. Monsieur Van de Ver. Oui. Sorry. Ben, en défiant les thèmes qu'on joue dans le portefeuille, on a une vision un peu plus long terme impliquée dans les portefeuilles. Et donc on essaye de trouver là-dedans les structural winners. Évidemment, il y a des éléments cycliques autour de ça qui jouent et on doit essayer d'exploiter un peu. Mais les thèmes thématiques à long terme, si on les a bien identifiés, si on a trouvé les structural winners là-dedans, je pense que les cyclicalités court terme économiques, ça joue moins dans la construction de portefeuille. Ça peut être un peu embêtant pendant une certaine période, mais à long terme, ça devrait être capable de gérer du alpha. On voit, quels que soient les styles de gestion, quand même un horizon toujours de moyen, voire long terme. Dans ce contexte, justement, quelles sont les opportunités que vous avez identifiées, monsieur Bouvigny? En fait, ce qu'il y a d'intéressant dans le marché depuis 18 mois, on va dire, et le marché européen, bien sûr, c'est ça dont il s'agit. D'abord, c'est qu'il a accumulé une prime de risque extrêmement importante, notamment par rapport au marché étranger et par rapport aux bénéfices, puisque je vais prendre rapidement quelques indices pour montrer ça. Le Standard & Poor's, depuis le 15 octobre 2009, a progressé de 25% en dollars et de 22% en euros. Dans le même temps, le CAC 40. Pourquoi le 15 octobre 2009? Parce que c'est la première fois que le CAC 40 touche 3009. On y est. Donc on a 20% de retard, que ce soit en euros ou en dollars, par rapport au standard américain. Et par rapport aux bénéfices, je ne prendrai pas les bénéfices déclarés qui sont en hausse de l'ordre de 60% sur la période, mais sur les EPS forward. Et donc la révision à la hausse des analyses sur les bénéfices de 2011, c'est plus 36%. Rarement dans l'histoire, on a vu un tel décalage. On comprend pourquoi, c'est parce qu'il y a la constitution d'une prime de risque face aux incertitudes qui pèsent sur la zone euro et les dettes périphériques. Du coup, quand on regarde en bottom-up ce qui se passe, c'est que le marché avait monté, maintenant il est rebaissé, mais avait monté que sur un segment extrêmement étroit de la cote, qui sont les valeurs cycliques au business model assez stable, c'est-à-dire ceux comme l'auto, comme les biens industriels, comme la chimie, sur lesquels il n'y a pas vraiment de remise en cause du business. Alors que 70% de la cote européenne est affectée par une décote historique au regard des incertitudes du modèle économique, dans lequel on va trouver les utilities, le pétrole, la santé, la télécom, les financières, bien sûr. Et tout ça sont les gros secteurs qui ont aujourd'hui des PER en dessous de 8, traduisant à la fois l'incertitude sur l'ensemble du marché, mais surtout sur la formation de la rentabilité de ces sociétés. C'est quand même remarquable de voir que le pétrole a fait x2 et Total est au même cours qu'il y a 18 mois. Donc on a là véritablement des questions à se poser. Et nous, ça nous incite quand même à construire les portefeuilles autour de 3 grands axes. Le premier qui est d'avoir un poids important de valeur défensive, quitte à analyser ces business models pour voir s'ils sont véritablement autant en danger que ce que veut bien dire le marché. C'est donc le cas de la pharmacie et de la télécom. L'autre axe, c'est les financières, peut-être on y reviendra. Et le troisième axe, c'est les cycliques, mais avec beaucoup d'exigences. Parce que les cycliques classiques ont eu un tel parcours relatif, malgré les doutes des double dip, qui ne datent pas d'il y a 15 jours, parce qu'on s'était fait déjà la même au mois d'août 2010. Eh bien, par rapport à ces cycliques-là, il faut être très exigeant sur la capacité d'améliorer les marges en interne et de ne pas fonder uniquement sur la poursuite du cycle les espoirs d'amélioration des rentabilités. Très bien. Quelques stocks spécifiques peut-être au sein de ces thématiques, secteurs. Donc dans les trois thématiques, donc dans les défensives,
On avait une grosse position dans la pharmacie à travers Sanofi qu'on maintient. Et d'ailleurs, faire attention par rapport au réflexe qu'on a de ne pas acheter ces valeurs, voilà, parce que c'est gloomy, parce que on sait pas très bien, c'est pas cher, mais ça l'est resté, ça le restera. Sanofi, c'est quand même la meilleure performance du CAC 40 dividende réinvesti year to date. Bon, pourquoi ça a monté? Alors on me dira parce que c'était pas cher. Bah oui, mais si on dit ça depuis un an, on n'en a pas profité. Donc Sanofi bien sûr, la télécom, avec que ce soit Telecom Italia ou France Télécom, Deutsche Telekom ayant profité de sa cession de T-Mobile. Donc ça c'est pour la partie défensive, on va dire. Sur la partie financière, nous on aime beaucoup Intesa Sanpaolo, acheter une banque italienne qui est le marché bancaire le moins risqué, avec des ménages les moins endettés au monde après les Chinois, à 70% de la tangible book value. C'est un truc qui passe rarement plus d'une fois en une décennie. Et puis dans les cycliques, là pour le coup, on va être quand même plus sélectif, et donc on va chercher des histoires intéressantes du point de vue du changement du mode d'organisation, notamment Capgemini qui a maintenant plus de 36% de sa force de travail offshore et qui reste 10 fois moins cher qu'une indienne. Très bien, merci. Monsieur Van Dever, quelles opportunités dans le contexte actuel? Mais nous, on a profité de la crise dans le Sud pour acheter certaines valeurs là-dedans qui n'ont pas directement leur business dans ces pays. Des valeurs comme Coca-Cola Hellenic Bottling, qui est quand même le plus grand bottler de Coke au monde. Et il a 4% de son business en Grèce. Bon, malheureusement, il est coté à la bourse d'Athènes, donc il est tout à fait décoté. Mais on en profite pour augmenter le poids dans cette valeur-là. Le même va pour certaines valeurs en Portugal qui n'ont pas leur business là-bas, mais qui ont été déritées à cause du fait qu'ils ont malheureusement coté dans cette bourse-là. Donc on a quand même vu pas mal d'opportunités dans cette région-là. Donc never waste a good crisis. Très bien. D'autres thèmes, secteurs dans lesquels vous avez trouvé des opportunités en plus de ces valeurs donc d'Europe du Sud, mais qui souffrent de la contagion, mais dont les business models ne sont pas directement liés à la conjoncture dans ces pays? Oui, on a deux grandes convictions sur tout ce qui est materials et ce qui est agriculteur. Mais là, de temps en temps, il y a l'incertitude aussi. Mais on essaye d'en profiter et reprendre les valeurs qu'on a bien. Donc, face à la volatilité donc de ces secteurs, les produits agricoles, c'est extrêmement volatile. Vous diversifiez plus le portefeuille? Oui. Très bien. Ouais. Okay. Monsieur Dovler, les opportunités? Oui, nous, ce qui nous frappe en ce moment, c'est la grande opportunité qu'on a sur un certain nombre de sociétés leaders sur des marchés émergents, qui soient dans les pays émergents ou dans les pays développés. Vous savez, l'approche de Comgest, c'est de trouver dans un univers de valeurs de croissance et de qualité ce qui est vraiment sous-évalué. Or, ce que les gens aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se dit nous-mêmes value dans un univers de grosses, et là où vraiment les gens ont tendance à sous-estimer, je pense, les titres aujourd'hui, c'est sur la longévité d'un certain nombre de groupes en termes de croissance du fait des nouveaux horizons qui s'ouvrent. En ce moment, on est frappé par l'allongement de l'horizon de croissance sur beaucoup de nos titres. Prenez un exemple comme par exemple une société, alors vous avez des allongements comme une société comme par exemple L'Oréal qui commence à se développer à Shanghai, puis dans tous les Tier 1 et Tier 2 et Tier 3. Donc là, on a des croissances extrêmement longues, extrêmement pérennes. Vous pouvez regarder LVMH aussi dans ce même esprit, avec si effectivement la Chine et le Japon, et s'il y a 20% de croissance à 22% pendant 20 ans, en Chine comme il y a eu au Japon, parce que la chinoise apparemment a exactement le même comportement, elle aime s'identifier à un groupe et reprend les mêmes symboles que le groupe comme la japonaise. On peut aussi faire se fonder sur beaucoup d'espoir et penser qu'aujourd'hui ce titre est encore très très sous-évalué. On a énormément d'exemples comme ça, même prenez une société comme Sodexo qui a priori est connue plutôt pour faire de la cantine.
Ils sont en train de développer deux marchés majeurs en ce